Le 10 octobre 2025, un chiffre a tout basculé. Entre un contrat vieux de 78 ans et une fermeture annoncée en quelques heures, l'écart a exposé une vulnérabilité longtemps ignorée par les partenaires du Sahel. Que signifie pour vous ce choc quand Ibrahim Traoré défie l'ordre établi? Une nouvelle rupture se dessine. En poursuivant l'enquête, une promesse implicite émerge: comprendre comment une rupture hydrique peut redéfinir l'équilibre d'un pays. La valeur de cette analyse réside ici: offrir une lecture claire des enjeux vitaux. Derrière la fermeture du fleuve Sahel, les risques se multiplient: isolement diplomatique, contraction économique, pression financière. Pourtant, le même geste ouvre aussi une possibilité rare, celle d'observer en direct la transformation d'un modèle de dépendance hérité depuis des décennies. Et c'est là que se joue l'essentiel: mesurer, sans excès ni complaisance, ce que signifie pour un État de reprendre une ressource aussi stratégique. Dans cette tension, un détail attire l'attention: les réactions opposées entre les capitales étrangères et la rue burkinabé, révélant un fossé qui ne demande qu'à être exploré davantage. Pourquoi ce décalage persiste-t-il alors que les conséquences touchent tous les niveaux de la société? Ce point de friction constitue le premier véritable jalon. L'enjeu n'est pas seulement hydraulique, il est politique, économique et symbolique. Un fait précis ouvre la scène. En l'espace de quelques heures, le Burkina Faso est passé du statut de partenaire prudent à celui d'acteur rebelle, et ce basculement s'est matérialisé dès l'aube du 10 octobre 2025. Un second repère complète ce choc. Un accord vieux de 68 ans a été rompu, révélant un système de gestion hydraulique contrôlé depuis l'étranger. Ces deux éléments, placés côte à côte, lèvent immédiatement le voile sur ce que cachait la décision d'Ibrahim Traoré. Car derrière la fermeture du fleuve Sahel se trouvait une découverte dérangeante. Même les données météorologiques du fleuve étaient archivées hors du pays. Cette prise de conscience transforma un simple différend administratif en chantier de souveraineté. Le poids symbolique, politique et économique de l'eau apparut soudain dans toute son amplitude. Dans ce contexte, Ibrahim Traoré considéra le maintien de l'accord de 1947 comme un vestige d'une époque révolue. Le fleuve, cesse être une ressource partagée, s'était mué en instrument de tutelle. La rupture devint alors un acte volontaire, non pas renégocier, mais reprendre. Et cette reprise, brutale dans sa forme, ouvrit une phase totalement nouvelle pour le pays. Les réactions immédiates illustrent la fracture que révèle la situation. L'Union européenne parla de sabotage, Washington évoqua une menace régionale. Pendant ce temps, dans les rues de Ouagadougou, la foule scandait le nom d'Ibrahim Traoré, preuve que pour une grande partie du peuple, la décision incarnait la fin d'une dépendance prolongée. L'enjeu réel dépasse cependant les perceptions. Les entreprises étrangères perdirent un levier stratégique, les institutions internationales redoutèrent un précédent, et les Burkinabés virent dans cette rupture l'annonce d'une reconquête intérieure. Une telle collision d'intérêts ne pouvait couvrir une chaîne de conséquences: tensions diplomatiques, ajustements internes, montée d'un sentiment collectif d'autonomie. Ainsi se referme la première boucle, la question posée au début: jusqu'où peut aller une nation qui défie l'ordre établi? Trouve son premier indice ici, dans ce mélange d'audace politique et de vulnérabilité systémique. Deux trajectoires individuelles permettent de saisir les effets précoces de la décision. D'abord, sur les rives de Bobo-Dioulasso, une exploitation familiale perdit brusquement l'irrigation qui soutenait ses cultures de maïs et de riz. En quelques jours, les rendements chutèrent, forçant les agriculteurs à improviser des systèmes de dérivation rudimentaires. Leur témoignage reflète ce que signifiait la rupture: une transition vécue dans la contrainte, mais
assumé comme un prix nécessaire pour retrouver la maîtrise locale. Ensuite, à Ouagadougou, une ingénieure de l'armée, mobilisée dès les premières heures, supervisa l'installation des vannes nationales. Ce fut la première matérialisation concrète de la volonté d'Ibrahim Traoré, reprendre physiquement ce qui, durant des décennies, avait été délégué. Son équipe nota que les infrastructures héritées étaient fragmentées, parfois obsolètes, preuve de l'enjeu longuement ignoré. Ces deux parcours dessinent les contours d'une mobilisation naissante, fermes en difficulté mais résiliente, techniciens locaux projetés au cœur de la reconstruction. L'apparition du comité Sahel amplifia cette dynamique. Formés à la hâte, de jeunes ingénieurs furent envoyés dans les provinces pour inventorier les installations abandonnées par les entreprises étrangères. Les premiers ajustements, alimentation partielle des écoles, hôpitaux, fermes, démontrèrent qu'un État pouvait, malgré la pression extérieure, remettre en fonction un système vital. Dans cette phase initiale, l'essentiel se résume en une question simple. Jusqu'où cette mobilisation précoce peut-elle soutenir le pari engagé par Ibrahim Traoré? Tout commence par un choc net. À l'annonce de la fermeture du fleuve Sahel, les chancelleries européennes s'agitent, les agences de notation révisent aussitôt leurs perspectives et les marchés régionaux enregistrent une crispation visible. Ce déclenchement rapide, presque mécanique, expose la fragilité d'un pays dépendant d'un réseau hydraulique longtemps externalisé. Dans les rues de Ouagadougou, pourtant, un autre rythme s'installe. Tambour, slogan, rassemblement. Le contraste marque le véritable point d'activation. Dans les tout premiers jours, Ibrahim Traoré ordonne l'audit urgent de l'ensemble des infrastructures hydrauliques. Les techniciens étrangers se retirent, laissant derrière eux des réseaux incomplets, des stations mal documentées, des mécanismes de régulation fragmentaires. L'armée et les ingénieurs civils prennent le relais. Les ponts sont consolidés, certains barrages réparés à la hâte, des circuits de distribution improvisés pour éviter l'effondrement immédiat. Les files d'attente pour l'eau potable s'allongent, mais la mobilisation populaire, elle, ne diminue pas. Puis vient la montée en intensité. Les sanctions appliquées par le FMI, notamment la suspension d'un prêt de 400 millions de dollars, modifient brutalement la marge de manœuvre budgétaire. Les États-Unis et l'Union européenne gèlent plusieurs programmes hydrologiques. Les entreprises étrangères rapatrient leurs équipes. Cette accumulation produit un effet domino. Contraction de la production agricole, coupure d'électricité prolongée, tensions logistiques dans les zones urbaines. Les marchés d'eau embouteillés triplant leur prix en une semaine, alimentant l'inquiétude des ménages. Pourtant, dans les quartiers, les habitants organisent leur propre tour d'approvisionnement. Les écoles collectent l'eau de pluie, les communautés cartographient leurs puits pour optimiser les trajets. Au cœur de cette intensité, le comité Sahel devient le pivot opérationnel. Ces bulletins quotidiens rassurent une partie de la population. De jeunes ingénieurs sont envoyés dans les provinces pour inspecter les installations laissées par les compagnies européennes. Les premières réparations coordonnées permettent de rétablir progressivement une circulation partielle de l'eau dans plusieurs zones rurales. Cette coordination improvise, ajuste, corrige, mais fonctionne. L'effet de vertige cède la place à une forme d'équilibre précaire. Ensuite, survient la phase de haute tension. Les coupures d'électricité persistent, en particulier dans les grandes villes où la production hydroélectrique avait diminué de 18% en 6 semaines. Pour éviter une paralysie complète, un plan d'urgence déploie des générateurs solaires et diesel. En 3 mois, la capacité remonte à environ 85% du niveau antérieur à la crise. Ce redressement, certes fragile, prouve néanmoins que le pays peut reconstituer une partie de son autonomie énergétique. Les entreprises locales comme Hydro-Burkina ou Agrisol
profitent du retrait des multinationales pour récupérer des concessions abandonnées. Elles tâtonnent, réparent, repartent. La transition avance malgré les incertitudes. Puis la tension commence à redescendre. Les rumeurs d'effondrement systémique se dissipent. Les écoles, les hôpitaux, certaines fermes recommencent à recevoir une alimentation minimale, mais régulière. La production agricole, bien qu'en baisse de 15 à 20% dans les zones irriguées, est partiellement compensée par l'essor des cultures pluviales qui restaurent environ 7 points de rendement. La cohésion sociale, paradoxalement, s'en trouve renforcée. La phrase prononcée plus tard à la radio, «Nous ne cherchons pas la rupture par orgueil, mais la dignité par nécessité», devient un repère moral. La séquence achevée dessine un triptyque clair. Activation soudaine, montée brutale, retombée maîtrisée. Une question demeure pourtant ouverte. Jusqu'où cet enchaînement peut-il mener le pays si la pression extérieure se maintient? Le premier indicateur offre une lecture baseline DeltaNet. Avant la fermeture du fleuve Sahel, près de 30% des Burkinabés dépendaient directement de l'irrigation issue du réseau contrôlé depuis l'étranger. Dès les premières semaines, les zones concernées enregistrèrent une chute de 15 à 20% de la production agricole, affectant surtout le maïs et le riz. Ce décrochage immédiat révèle la profondeur structurelle de la dépendance. Lorsque la ressource bascule, tout l'écosystème productif se contracte. Mais l'évolution qui suit nuance le tableau. Grâce à l'extension accélérée des systèmes d'irrigation locale et à la montée des cultures pluviales, environ 7 points furent regagnés en fin d'année. Signale que la perte initiale n'équivalait pas à un effondrement, mais à une reconfiguration. Cette reprise partielle montre que la transition repose désormais sur une diversification des sources hydriques, non plus sur un unique fleuve sous tutelle. Un second indicateur complète ce mouvement, l'énergie. La production hydroélectrique alimentée par le fleuve recula de 18% en 6 semaines, entraînant des coupures fréquentes dans les grandes villes. Ce delta important aurait pu créer une paralysie durable si un plan d'urgence n'avait pas été déclenché. L'introduction rapide de générateurs solaires et diesel permit de rétablir en 3 mois 85% de la capacité initiale. Cette progression ne signale pas une victoire totale, mais une inflexion technique déterminante. Le redressement ne dépendait plus d'un prêt étranger suspendu, mais d'une ingénierie interne réorganisée. Autrement dit, la chute était mesurable, mais la remontée aussi, et elle se produisait à l'intérieur du pays, non via une assistance extérieure. Le troisième axe chiffré porte sur l'emploi et la montée en compétences locales. Les données publiées par le Comité Sahel indiquent la formation de 500 ingénieurs et 1500 techniciens burkinabés dédiés à la gestion hydraulique. Ce volume, encore modeste à l'échelle nationale, marque toutefois une rupture méthodologique. Dans un secteur historiquement externalisé, la valeur ajoutée humaine demeure enfin dans le territoire. Les 2000 emplois créés pour la maintenance des stations de pompage et des bassins communautaires actent le même mouvement. La logique qui s'installe n'est plus celle d'une dépendance structurelle, mais d'un transfert de compétences accéléré, visible et quantifiable. Ces trois indicateurs, mis en perspective, tracent un fil clair. L'agriculture montre une fragilité initiale suivie d'une récupération partielle. L'énergie révèle un effondrement rapide mais une reconstitution interne. L'emploi illustre la création d'un socle technique national. À travers ce prisme, une dynamique commune apparaît. Chaque perte, d'abord brutale, ouvre immédiatement un chantier de reprise contrôlée. La métrique du progrès change donc de nature. Il ne s'agit plus seulement de mesurer des volumes d'eau, des mégawatts ou des emplois, mais de retracer la trajectoire d'un pays qui transforme un choc en apprentissage.
Cette transformation demeure progressive, parfois instable, mais elle repose sur des données observables plutôt que sur des projections idéologiques. Reste une interrogation essentielle. Si ces deltas prouvent que la transition tient, au moins partiellement, quelle marge de manœuvre reste disponible si les pressions extérieures s'intensifient encore davantage? Deux argumentations robustes structurent aujourd'hui le débat, et les examiner sans caricature permet de comprendre la portée réelle des choix engagés. D'un côté, les partisans de la rupture avancent une thèse solide. Pour eux, fermer le fleuve Sahel relevait d'une nécessité historique. Depuis 1947, l'eau, ressource vitale et moteur économique, demeurait gérée depuis l'étranger. La décision a donc restitué un contrôle que le pays n'avait jamais pleinement possédé. Il souligne des éléments concrets: ingénieurs formés, réseaux réparés, montée de la satisfaction rurale, consolidation progressive de l'autonomie énergétique. Cette dynamique, affirme-t-il, prouve que la crise n'est pas synonyme d'effondrement, mais de reconstruction. La souveraineté devient ici une stratégie d'émancipation, non une posture. En face, les critiques s'appuient également sur des faits tangibles. Ils rappellent que les sanctions occidentales ont gelé des financements essentiels, que la baisse agricole et les coupures d'électricité ont fragilisé les foyers, que les entreprises locales ont perdu plusieurs centaines d'emplois au début de la transition. Leur logique repose sur un avertissement: une rupture trop brutale peut entraîner un isolement prolongé, réduire la confiance des partenaires régionaux et alourdir la facture sociale. Selon eux, Ibrahim Traoré aurait pu opter pour un retrait progressif, limitant les secousses initiales. Dans leur analyse, la souveraineté ne doit pas mettre en péril la cohésion interne. Entre ces deux visions, un point de convergence inattendu apparaît. Toutes reconnaissent que le pays traverse une phase de refondation. Le désaccord ne porte pas sur la légitimité du geste, mais sur son rythme et ses mécanismes d'accompagnement. Les données montrent à la fois des pertes réelles et des capacités locales en expansion, une pression extérieure accrue, mais une mobilisation interne inédite. C'est dans cette zone intermédiaire que se dessine la trajectoire du Burkina Faso. Ni triomphe assuré, ni catastrophe écrite d'avance, mais une transition où chaque avancée reste conditionnée à la gestion simultanée des risques et des gains. D'où cette question décisive: quelle vision l'emportera si les tensions régionales s'amplifient et que l'équilibre fragile actuel se transforme en véritable stress test national? Un tournant silencieux surgit. Ce basculement, à peine perceptible au début, s'est cristallisé lorsque les premières infrastructures gérées exclusivement par des ingénieurs burkinabés ont été mises en service sur les rives du fleuve Sahel. L'image d'installation simple mais robuste a agi comme un révélateur. La transition n'était plus un slogan, mais une pratique quotidienne. Sous la supervision discrète d'Ibrahim Traoré, ces unités locales ont démontré que le pays pouvait assurer une partie du service hydraulique sans appui étranger. Ce fait, modeste en apparence, a profondément modifié la dynamique interne. Les doutes initiaux ont laissé place à une confiance prudente mais réelle. Dans les villages, les premières gouttes restaurées n'étaient pas seulement de l'eau, elles représentaient la preuve tangible d'une souveraineté en construction. À partir de ce moment, la crise changea de nature. Elle cessa d'être perçue uniquement comme une rupture et devint un laboratoire de recomposition. Le pivot était atteint, le pays ne subissait plus les conséquences, il commençait à produire ses propres réponses. Reste à comprendre comment cette inflexion va redistribuer les effets concrets pour les foyers, les entreprises, l'État et la région. Les effets mesurables de la décision ont touché simultanément les ménages, les entreprises, l'État et la région, révélant une transformation plus large que la seule question hydraulique. Et au cœur de cette recomposition, la figure d'Ibrahim Traoré,
demeure un point d'ancrage central. Pour les ménages, le bouleversement fut immédiat. Dans les campagnes, les ruptures d'accès à l'eau et les coupures d'électricité ont perturbé les routines les plus élémentaires. Pourtant, la perception sociale s'est modifiée au fil des semaines. Les programmes communautaires d'irrigation, appuyés par le comité Sahel, ont permis de rétablir l'accès à l'eau pour plus de 60% des foyers ruraux. Les habitants ont participé à la réparation des canalisations, transformant une contrainte en apprentissage collectif. Ce glissement d'attitude illustre un phénomène rare, la difficulté vécue comme un investissement pour l'avenir, avec l'idée qu'un pays peut accepter un coût présent pour consolider son autonomie. Pour les entreprises, la reconfiguration a pris une forme progressive. Les sociétés locales, d'abord secouées par la perte des techniciens étrangers, ont trouvé des marges d'action nouvelles. Hydro-Burkina et Agrisol, par exemple, ont repris certaines concessions abandonnées, et une dizaine d'acteurs publics et privés ont signé de nouveaux accords régionaux en 6 mois. Le secteur industriel est devenu un terrain d'expérimentation forcée, oscillant entre pertes initiales, plusieurs centaines d'emplois supprimés et ouverture de niches locales. Cette dynamique hybride souligne que la transition économique n'est ni un succès total ni un échec net, mais un déplacement des centres de décision vers le territoire. Du côté de l'État, le choc financier a obligé à repenser les priorités. Privé de financements internationaux, le gouvernement a réalloué près de 40% du budget d'infrastructure à la gestion hydraulique. Certaines directions ont fusionné pour éviter la paralysie administrative. Ce recentrage, bien que douloureux, a donné à Ibrahim Traoré un levier politique, celui de redéfinir une architecture budgétaire cohérente avec son objectif de souveraineté. Le pays dépense moins, mais il contrôle davantage. Une réorientation structurelle qui marque la consolidation d'un modèle plus sobre et plus intégré. À l'échelle régionale, l'effet d'entraînement s'est rapidement fait sentir. Le Mali et le Niger ont commencé à discuter d'une coordination autour des ressources hydriques, inspirée par la résistance observée au Burkina Faso. L'Union africaine elle-même a évoqué la possibilité d'une doctrine du Sahel, signe que l'initiative de Ibrahim Traoré dépasse les frontières nationales pour devenir un cas d'étude continentale. Cette contagion géopolitique inquiète les acteurs occidentaux, mais elle renforce paradoxalement la position diplomatique du pays, longtemps considéré comme périphérique dans les négociations régionales. À l'intersection de ces quatre sphères, une conclusion s'impose. La décision n'a pas seulement modifié l'usage de l'eau, elle a transformé la relation entre dépendance et dignité, entre contraintes et capacités locales. Le pays avance sur un fil tendu, mais il avance. La question reste ouverte. Quelles alliances, quelles stratégies permettront de stabiliser durablement cette reconstruction engagée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré? À ce stade de la transition, trois chemins se dessinent pour les mois à venir. Chacun repose sur les données observées depuis la fermeture du fleuve Sahel, et chacun dépendra de la capacité du Burkina Faso à transformer l'impulsion politique d'Ibrahim Traoré en architecture durable. Dans cette hypothèse, la dynamique régionale s'affirme. Le Mali et le Niger officialisent un pacte hydraulique tripartite, posant les bases d'un conseil du Sahel chargé de gérer collectivement les ressources. Les ingénieurs formés depuis le début de la crise stabilisent les infrastructures locales, tandis que de nouveaux partenaires africains compensent partiellement l'absence de financements occidentaux. Une croissance positive autour de +5% réapparaît. Dans ce cadre, la trajectoire impulsée par Ibrahim Traoré gagnerait en légitimité, portée par une capacité accrue à transformer la rupture initiale en système autonome. Dans un second scénario, ici, le pays poursuit son effort, mais dans un environnement contraint. Les sanctions persistent et les programmes suspendus ne sont pas réactivés, mais des alliances alternatives, notamment avec l'Afrique du Sud ou la Chine,
assurent un flux minimal de ressources. L'agriculture remonte progressivement à 90% de son niveau d'avant-crise. L'énergie se stabilise malgré des tensions régulières. La population conserve une confiance prudente dans le modèle interne, même si l'État doit continuellement arbitrer entre urgence et reconstruction. Ce scénario prolonge l'incertitude, mais montre une continuité fonctionnelle sans effondrement. Dans une perspective plus sombre, dans cette version, les pressions internationales augmentent, les sanctions s'élargissent, la monnaie se déprécie et le chômage urbain grimpe de 5 points. Les programmes hydrauliques ralentissent faute de pièces importées, et la fatigue populaire s'installe, fragilisant le soutien initial. Malgré cela, le discours souverainiste demeure vivant, articulé autour d'une idée désormais ancrée. Mieux vaut affronter la difficulté en maîtrisant ses leviers que prospérer dans la dépendance. Ce scénario n'annonce pas un effondrement automatique, mais un ralentissement profond qui mettrait à l'épreuve la cohésion sociale et les marges d'action de l'État. Face à ces trois trajectoires, une équation domine: comment transformer un geste de rupture en stratégie soutenable? La réponse dépendra surtout de deux variables: la solidité des alliances régionales en gestation et la vitesse à laquelle les compétences locales pourront remplacer les systèmes hérités. Pour comprendre la portée réelle de cette transition, il faut revenir à l'échelle humaine, celle où les décisions d'État se traduisent en gestes quotidiens. Les effets, bien que variables, convergent vers trois types d'expériences qui façonnent la perception du changement. Pour le premier groupe, dans les quartiers urbains comme dans les villages, les coupures d'eau et d'électricité restent une épreuve. Les ménages doivent ajuster leur routine, stocker davantage, anticiper les ruptures. Pourtant, un phénomène inattendu apparaît. La difficulté est progressivement interprétée comme une étape nécessaire. Les discussions locales rapportent une idée qui revient souvent: accepter l'inconfort d'aujourd'hui pour s'affranchir demain. Cette notion d'effort consenti renforce la cohésion interne et confère à la décision d'Ibrahim Traoré une dimension vécue, non théorique. Pour le deuxième groupe, techniciens, ingénieurs, responsables communautaires vivent la crise non comme une rupture, mais comme une mission. Pour eux, chaque réparation de canalisation, chaque irrigation restaurée, chaque panne résolue est une preuve concrète que le pays peut avancer sans dépendre des structures héritées. L'apprentissage est rapide, parfois chaotique, mais il transforme durablement le rapport à la responsabilité publique. Pour le troisième groupe, entrepreneurs, enseignants, fonctionnaires, voient dans la situation un changement de référence. L'État ne délègue plus, il assume. Cette redéfinition crée une nouvelle grille d'analyse pour la population: mesurer le progrès non par la facilité immédiate, mais par la maîtrise retrouvée. La présence régulière d'Ibrahim Traoré dans le récit national, radio, visites, discours, stabilise cette perception. En réunissant ces trois perspectives, une conclusion s'impose: la transition modifie profondément la façon dont les citoyens se situent face à l'État et face à eux-mêmes. Reste à voir comment cette énergie collective pourra être structurée en véritable stratégie durable. Pour transformer une rupture en trajectoire durable, une organisation méthodique s'est imposée. Sous l'impulsion directe d'Ibrahim Traoré, une feuille de route articulée en 5 axes structure désormais la transition. Elle ne promet pas une issue rapide, mais elle définit un cadre mesurable, capable de convertir l'élan populaire en architecture fonctionnelle. Pour le premier axe, un audit complet des infrastructures hydrauliques a été lancé. Les stations héritées des compagnies étrangères doivent être remplacées par des installations locales alimentées principalement par l'énergie solaire. Chaque bassin devra, d'ici 12 mois, être opéré par une unité nationale. Ce mouvement marque la première étape tangible d'un contrôle intégral. Pour le deuxième axe, un programme intensif vise la qualification de 1000 techniciens supplémentaires, appuyés par les universités de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. L'objectif est clair:
réduire au minimum la dépendance vis-à-vis des experts extérieurs. Cette montée en compétences structure la souveraineté de long terme voulue par Ibrahim Traoré. Pour le troisième axe, pour limiter la vulnérabilité agricole, la stratégie encourage l'essor des cultures pluviales et la conversion accélérée vers l'énergie solaire. Elle impose un cadre où chaque secteur doit pouvoir absorber un choc hydrique sans provoquer d'effondrement en chaîne. Pour le quatrième axe, un dialogue renforcé avec le Mali et le Niger prépare la création d'un cadre transfrontalier de gestion de l'eau. L'idée, empêcher qu'un pays isolé n'ait à supporter seul les conséquences d'une transition souveraine. Pour le cinquième axe, des comités communautaires superviseront la distribution, tandis que les données de débit et de budget seront publiées mensuellement. Ce dernier pilier répond à la promesse initiale d'Ibrahim Traoré, reconstruire une souveraineté visible, vérifiable et partagée. Au crépuscule, le fleuve Sahel retrouve son murmure. Là où tout a commencé, Ibrahim Traoré revient silencieusement, accompagné de quelques villageois. Il lui montre les premières installations désormais gérées par des ingénieurs locaux, des structures sobres, presque rudimentaires, mais entièrement burkinabées. Ce retour au point d'origine agit comme un nœud narratif. Ce qui n'était qu'un geste politique devient une promesse tenue, visible, presque palpable. Le motif abordé plus tôt, celui des premières réparations improvisées de ces techniciens envoyés en urgence au début de la crise, se referme ici. Les mêmes gestes, autrefois fragiles, deviennent symboles de continuité. Le pays n'est pas sorti de la tourmente, mais il avance sur un sol qu'il reconnaît désormais comme sien. Les villageois racontent que le Sahel parle à nouveau notre langue, une phrase simple qui condense l'esprit de cette reconstruction. Dans ce moment suspendu, l'essentiel apparaît. La souveraineté n'est plus une revendication abstraite, mais un lien retrouvé entre un fleuve, un peuple et un choix assumé par Ibrahim Traoré. Reste une dernière étape. Transformer cette émotion en engagement partagé. La fermeture du fleuve Sahel n'est pas seulement un chapitre politique, c'est un signal adressé à tout un continent. En défiant un système vieux de près d'un siècle, Ibrahim Traoré a rappelé qu'aucune souveraineté n'est acquise sans effort, ni préservée sans vigilance. Mais cette histoire n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Elle interroge chacun, chercheurs, citoyens, observateurs éloignés ou voisins concernés. Au-delà des chiffres et des tensions, une évidence s'impose. L'avenir des ressources africaines dépendra de la capacité collective à imaginer des modèles durables, équitables et indépendants. Soutenir ces trajectoires, c'est accepter que l'autonomie nécessite du temps, des alliances et une mémoire longue. Le geste du Burkina Faso ouvre une voie, mais il ne trace pas encore la carte entière. Alors, que retenir de cette leçon du Sahel? Peut-être ceci. La dignité d'un pays se mesure aussi à sa faculté de dire non lorsque tout l'y pousse. Et si cette histoire trouve un écho chez vous, la meilleure manière d'y répondre est simple. Continuez à questionner, à partager, à débattre, pour que la souveraineté ne reste pas un mot, mais un chantier vivant.